Bernard Lavallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur donc émérite de civilisation latino-américaine à l'université de Paris Sorbonne Nouvelle 3. Vous êtes spécialiste de l'Amérique coloniale, auteur d'une biographie notamment de Pizarro, de Bartolomé de las Casas. Et vous venez de publier donc aux presses universitaires de Bordeaux avec Francine Nagar-Lavallée et Christophe Lavallée, car ce combat est aussi le nôtre, Bordeaux et les Bordelais et la guerre d'Espagne, aux presses universitaires de Bordeaux donc. Un ouvrage qui est consacré au moment où la ville de Bordeaux a été, mais aussi le département de la Gironde, en contact avec, directement ou indirectement, la guerre civile espagnole et aussi aux conséquences de ce conflit à Bordeaux. Alors votre étude ne commence pas en 1936, mais remonte au début du XXe siècle, car vous rappelez la présence à Bordeaux d'une grande communauté, une importante communauté espagnole, environ 8500 personnes en 1926 d'après le recensement de 1926. Alors, ce qui explique aussi d'ailleurs pourquoi la capitale bordelaise va être rapidement concernée par la guerre civile. Est-ce que vous pourriez nous refaire le portrait de cette communauté qui était donc groupée autour du cours de l'Isère, rue La Fontaine, dans ce quartier-là. Une communauté, dites-vous d'ailleurs, qui est assez politisée finalement. Alors effectivement, on ne comprend pas ce qu'a été l'histoire bordelaise de la guerre d'Espagne si on ne tient pas compte du fait qu'il y avait, comme vous venez de le dire, à Bordeaux, une forte communauté espagnole, depuis d'ailleurs le 19e siècle. En fait, on peut dire depuis la première vague avait commencé dans les années 1820 avec les problèmes politiques espagnols. Mais surtout, en ce qui nous concerne, cette présence espagnole était vraiment notable, très notable, depuis les dernières années de la guerre de 14-18 et surtout depuis les années 20, en partie liée aux besoins de main-d'œuvre qui avaient entraîné vers Bordeaux une immigration espagnole, mais assez intéressante du point de vue de son origine géographique, car ce sont essentiellement des gens du Nord, c'est-à-dire en majorité des Basques espagnols, des Aragonais, des gens, disons, de la moitié nord de l'Espagne, mais pratiquement pas, par exemple, d'Andalous. C'est une communauté qui, comme vous l'avez dit, du point de vue géographique, est assez concentrée dans ce qu'on appelle, ce qu'un ouvrage appelle le triangle espagnol, la place La Victoire, la place d'Ansouti et le cours de l'Isère, le marché des Capucins, mais aussi dans certaines banlieues, et en particulier à Senon, dans le Bas-Senon, au bout de l'avenue Thiers, dans laquelle il y avait pratiquement une rue entièrement espagnole, avec d'ailleurs une chapelle espagnole. Alors ces gens-là travaillent essentiellement dans des activités portuaires. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient liés à la crise de main-d'œuvre d'après-guerre. Ils travaillent dans des activités portuaires. Par exemple, la corporation des charbonniers est très importante. Des gens qui alimentaient les vapeurs en charbon sont pratiquement tous espagnols. En tout cas, c'est une corporation qui est dominée par les Espagnols, notamment en particulier du point de vue du recrutement. Alors, cette communauté très importante, vous avez dit, elle était très politisée. Oui et non. C'est-à-dire que la politisation concernait un très petit nombre de personnes. Mais elles étaient, comme vous l'avez dit, excessivement politisées et en particulier, elles étaient d'un activisme débordant. Et en particulier, une chose à noter, c'est que dans les fichiers de la police bordelaise de l'époque, une cinquantaine de personnes sont fichées comme, disons, activistes dangereux, entre guillemets. Sur cette cinquantaine, plus de la moitié sont des Espagnols. Alors, quelles sont leurs obédiences ? Il y avait traditionnellement une obédience anarchiste forte, en liaison d'ailleurs avec des anarchistes bordelais, et il y avait des activités bien connues de la police sur lesquelles on est très bien renseigné, la police faisait très bien son travail, dans certains bars du cours de l'Isère et du cours de la Somme, activités à la fois de politique et culturelle, mais où est quelque chose d'assez remarquable. Il y avait dans cette communauté, dans cette petite communauté d'activistes espagnols, il y avait un noyau communiste. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, comme vous le savez, le communisme en Espagne ne s'est véritablement affirmé que de façon tardive et au moment de la guerre, en 1936, aux élections de 1936. Il y a eu en 1934 un seul député
communistes élus. Alors qu'à Bordeaux, au contraire, dans la communauté espagnole, disons, l'obédience communiste était très forte et il y avait un certain nombre d'activistes, de propagandistes très forts qui, disons, donnent une idée un peu inexacte de la politisation de cette communauté, dans la mesure où, je le répète, elle n'était globalement pas très politisée, mais dans laquelle il y avait néanmoins un noyau très actif qui, effectivement, donnait une impression plus forte que son importance réelle. Alors, lorsque la guerre éclate, en juillet 1936, dès le départ, on voit dans votre livre qu'il y a tout de suite un très grand retentissement, notamment dans la presse locale. Alors, est-ce que vous pourriez nous dresser un bref état des lieux des différents organes de presse, bordelais notamment, et leur positionnement par rapport au camp nationaliste et républicain? Alors, il y avait effectivement plusieurs journaux dans la région. Les uns, au début, disons, ils ont été assez favorables, même pour certains très favorables à la République, et donc favorables à la République attaquée par le prononciamiento militaire. Mais la raison pour laquelle ils ont été, les organes de presse bordelais ont été très sensibilisés à ces questions, tient à un fait d'ordre géographique qu'on oublie assez généralement. En effet, quand on parle de la guerre d'Espagne, on parle de grandes batailles, la bataille de l'Èbre, la bataille de Madrid, la campagne d'Aragon, la campagne de la Retirada, bien entendu. Mais il faut se rappeler que l'une des premières batailles, pour ne pas dire la première bataille de la guerre d'Espagne, se situe à nos portes. C'est la bataille d'Irún. Pourquoi d'Irún? Parce que le contrôle de la frontière entre la France et l'Espagne est fondamental. Si la frontière est coupée, toute l'Espagne du Nord, qui restait fidèle à la République, du Pays Basque jusqu'aux Asturies, Galice non incluse bien sûr, si la frontière française est coupée, l'acheminement, les liens de toutes sortes le sont aussi. Donc l'armée nationaliste, qui a pris presque sans coup férir, mais au prix de nombreuses fusillades, la Navarre attaque pour couper la frontière. Et donc, il y a entre le mois d'août et le mois de septembre 1936, une bataille avec des avancées des nationalistes, puis des reculs, etc. Et une bataille qui se livre à nos portes, véritablement à nos portes, et de l'autre côté de la frontière. Et cette bataille, évidemment, va avoir des répercussions très nombreuses et très fortes dans le sud-ouest. C'est à nos portes, c'est à 200 km. Et surtout, pour la première fois d'une longue série, malheureusement, on va voir arriver en France des gens qui n'ont que, si j'ose dire, que la frontière à traverser et qui arrivent dans les conditions qui seront malheureusement celles de tous les réfugiés, dans le dénuement le plus complet. Et de l'autre côté, il y a aussi autre chose à signaler qui explique l'importance des échos de cette bataille dans notre région, c'est que pour la première fois, il va y avoir des volontaires étrangers. Ce ne sont pas encore des brigadistes, ce ne sont pas les brigades internationales, elles n'existent pas encore. Il y a des volontaires étrangers qui spontanément arrivent, qui vont transiter bien entendu par Bordeaux, qui alors, lorsqu'ils seront battus, pour certains, réussiront à refranchir la frontière et on les retrouve par exemple blessés à l'hôpital Saint-André. Il y a aussi des blessés de cette bataille qui sont au Pays Basque français bien entendu, mais aussi à l'hôpital Saint-André à Bordeaux. Donc véritablement, outre si vous voulez la sensibilisation politique qui était celle des partis de gauche vis-à-vis de cette guerre, il y a aussi le fait que cette guerre, comme le dit le titre d'un des chapitres, est véritablement à nos portes. Et ça, c'est disons, le début d'une conscientisation, comme on dit, très forte et longue. Alors vous l'avez dit, il y a des Bordelais qui ont participé à cette bataille d'Irún. Oui. Il y a aussi, vous l'avez souligné, des Bordelais aussi qui sont engagés dans les brigades internationales, 188. Oui. Vous avez d'ailleurs reconstitué un peu leur portrait dans le livre. Qui étaient ces volontaires bordelais? Alors, il faut dire d'abord que les volontaires de brigades internationales, malgré un livre qui leur a été consacré au milieu des années 90, le livre de Rémi Skoutelski, sont les grands oubliés de l'histoire de la guerre d'Espagne, en particulier, je dirais, les volontaires français. Ce n'est pas le cas des volontaires anglais, ce n'est pas le cas des volontaires américains, mais les volontaires français, on pourrait réfléchir sur les raisons,
sont vraiment des grands oubliés de l'histoire. Alors, qui sont les volontaires français bordelais? Par bordelais, nous avons entendu les gens soit qui sont nés à Bordeaux, soit qui sont revenus à Bordeaux à l'issue de leur guerre, soit qui avaient habité Bordeaux pendant un certain nombre d'années avant leur engagement. Alors, qui sont-ils? Ce sont des hommes, il y a une femme qui travaillait aux cuisines, mais qui était dans les brigades internationales. Mais ce sont des hommes jeunes, évidemment. Jeunes, c'est un éventail très large, car il y a, par exemple, des mineurs, quelques mineurs qui seront rapatriés de force en France. Il y a des hommes relativement âgés, disons des hommes pour aller au combat, des hommes de plus de 50 ans. Et ce sont des hommes qui, du point de vue de leur activité, appartiennent majoritairement au monde ouvrier ou artisanal. Ce sont des ouvriers ou des artisans. Et très souvent, des gens qui sont en liaison avec les activités portuaires, on revient sur ce que j'ai dit des Espagnols tout à l'heure, ou qui travaillent, disons, dans l'industrie lourde, la sidérurgie, car il y avait une sidérurgie à Bordeaux, les chemins de fer, mais dans la partie, disons, technique d'entretien des voies. Mais au-delà de cette majorité ouvrière, il y a aussi des gens de tout horizon. C'est-à-dire qu'il y a des cadres, des techniciens, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui ont fait des études supérieures, voire dans des grandes écoles de Paris. Et il y en a un qui était Saint-Cyrien, qui finira d'ailleurs général. Il y a donc, si vous voulez, un éventail très large, mais avec une dominante très claire du monde ouvrier. Alors, du point de vue politique, ça c'est pas sans importance, comme vous le savez, les brigades internationales ont été voulues par les instances communistes internationales, avec d'ailleurs des réticences de la part du gouvernement républicain de l'Espagne qui ne souhaitait pas vraiment, au début, voir intervenir dans son conflit des combattants, d'une part étrangers et d'autre part majoritairement communistes. Donc, du point de vue politique, ces gens-là sont majoritairement communistes. Ou communistes avant de partir, quelquefois avec une longue histoire à l'intérieur du parti. Ils ont eu des rôles, à l'intérieur du parti, ils ont été des candidats à des élections. Soit des gens qui expliquent, et je dirais comment nous le savons, avoir adhéré une fois qu'ils sont partis en Espagne, avoir adhéré au Parti communiste en Espagne, d'ailleurs certains avoir adhéré directement au Parti communiste espagnol. Alors comment connaît-on cette histoire de ces oubliés de l'histoire que sont en fait les brigadistes français? Bien entendu, on trouve des indications en cherchant, en travaillant beaucoup, et de ce point de vue-là, c'est Francine Agar-Lavallée qui a fait cette recherche. Mais la source principale, c'est une source qui a été photocopiée, je dirais heureusement, pendant une courte période au cours desquelles les archives moscovites ont été accessibles. Et donc on a là 70, je crois, ou plus de 70 rouleaux de microfilms dans lesquels il y a, alphabétiquement, c'est-à-dire par cas individuel, il y a des documents. Alors ces documents sont de nature très diverse, des dénonciations, des lettres ou les lettres A, mais il y a surtout quelque chose, c'est que lorsque les brigades internationales lorsque la décision a été prise de les dissoudre, les brigadistes ont été rassemblés dans 3 camps, en Aragon et surtout en Catalogne. Et là, avant d'être démobilisés, ils ont rempli des formulaires en français, en espagnol ou en allemand, pour ceux qui ne parlaient ni l'espagnol ni le français, dans lesquels ils ont donné leur biographie, les éléments essentiels de la biographie, mais encore là, il faut être très prudent parce que certains, notamment ceux qui venaient des pays de l'Est européen, n'ont pas forcément donné leur véritable nom. Ils donnent leur origine, ils donnent leur métier, ils expliquent quelles ont été les batailles auxquelles ils ont participé, les blessures qu'ils ont eues, et leur histoire, en particulier leur motivation à l'engagement. Et là, on voit effectivement que l'élément politique et, disons, l'adhésion à l'idéal communiste était très important. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier que si la majorité de ces volontaires étaient communistes ou, disons, très proches du parti, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas communistes, il y avait des socialistes,
nous avons trouvé un document dans lequel un ancien brigadiste dit être parti en Espagne avec 10 camarades socialistes de Bordeaux. Malheureusement, nous n'en avons pas trouvé la trace. Il y avait aussi des anarchistes, il y avait aussi des sans-partis, mais il faut bien dire que la situation de ces anarchistes, surtout des anarchistes, mais aussi des socialistes ou des sans-partis, n'a pas toujours été facile ou facilitée dans les brigades. Alors une autre question qui se pose et qu'on retrouve d'ailleurs tout au long du livre comme une sorte de fil conducteur, c'est le problème des réfugiés qui arrivent d'Espagne et qui arrivent en Gironde, à Bordeaux notamment, avec parfois des épisodes dramatiques que vous avez raconté dans le livre, l'épisode du Habana, du paquebot avec les 300 enfants à bord. De manière générale, comment s'est passé l'accueil de tous ces réfugiés à Bordeaux et en Gironde? Oui, alors il faut dire comment a eu lieu cet exode espagnol vers Bordeaux. Parce que quand on pense à l'exode de la guerre civile, on pense à la retirada, c'est-à-dire l'afflux des malheureux réfugiés qui arrivent par la frontière catalane. Là, les Espagnols, après l'épisode douloureux et sanglant d'Irún, les Espagnols vont arriver, les Espagnols du Nord, vont arriver à Bordeaux au printemps, à l'été et à l'automne 1937. Printemps, été, automne, ça correspond à la chute des 3 provinces républicaines du Nord, le Pays Basque au printemps, Santander, la montagne, aujourd'hui la Cantabrie à l'été, et les Asturies à l'automne. Alors cet exode a lieu aussi de 3 façons. Je veux dire par là que lorsqu'il s'agit de l'exode des Basques, c'est un exode pour l'essentiel organisé, qui se fait donc dans l'ordre, en envoyant en priorité en France, vers Bordeaux, mais aussi vers Nantes et vers d'autres ports français, les femmes, les enfants, voire les vieillards. C'est un exode qui est soutenu financièrement par le gouvernement basque, et c'est un exode qui est très bien accueilli en France, et en particulier à Bordeaux, où il trouve, je dirais, un relais, j'allais dire un écho, mais plutôt un relais, dans des associations, soit des associations basques, en fait subventionnées par le gouvernement basque, mais aussi des mouvements de catholiques libéraux, en particulier ceux qui s'étaient développés autour des jésuites de l'école de Tivoli, et aussi, bien entendu, dans les milieux syndicalistes et politiques de gauche de Bordeaux. Les choses vont changer avec l'exode de l'été, celui de Santander, car là, les choses deviennent plus difficiles. On est face à l'improvisation, mais il faut dire aussi que jusqu'à cette époque-là, cet exode se fait avec l'aide internationale. Je sublis internationale. À savoir que des bateaux de plusieurs puissances mondiales, des bateaux de guerre, empêchent la marine de guerre espagnole d'attaquer ou d'arraisonner les bateaux qui fuient vers la France. Il y a un accord international. Et deuxièmement, il faut dire qu'une grande partie de ce flux, j'ose pas dire migratoire, mais ce flux d'évacuation, se fait avec l'aide des Anglais. C'est-à-dire que les Anglais, il y a une sorte d'accord tacite, les Anglais prêtent les bateaux, mais ils ne veulent pas que les bateaux débarquent en Angleterre. Autrement dit, ils déroutent des bateaux, ils paient des bateaux qui transportent ces malheureux vers les ports français, essentiellement Pauillac et le Verdon pour chez nous, La Rochelle et Rochefort et Nantes, et quelquefois des ports bretons un peu plus au nord. Et la troisième phase, là, c'est véritablement le sauve qui peut, c'est les Asturies, ça se produit dans des conditions innommables, les bateaux sont attaqués, repris, bombardés, les bateaux souvent ne sont pas conduits par des gens qui savent les mener, et en particulier, citons le cas d'un bateau qui est arrivé à Bordeaux, ils croyaient qu'ils étaient à Bayonne, vous voyez la précision. Il y a des bateaux qui échouent sur les côtes hollandaises, et donc évidemment, ces trois flux successifs amènent dans notre région plus d'une centaine, environ 120 000 personnes. Alors la question que vous avez posée, comment sont-ils accueillis? Au début, ils sont bien accueillis, c'est-à-dire que les autorités sanitaires et politiques, nationales et municipales bordelaises, mettent en place, dans la mesure du possible, un accueil humain et décent.
Mais, il va y avoir au cours de cette période, de l'été à l'automne de 1937, des changements notables. Ces changements notables sont de deux natures. Le premier, c'est que l'on voit apparaître, vis-à-vis de cet afflux de personnes, en quelques mois, 120 000 personnes. L'Europe aujourd'hui connaît des mouvements migratoires, tout le monde connaît les chiffres, ça s'étale sur plusieurs années. En quelques mois, 120 000 personnes transitent par Bordeaux, par la région bordelaise. Et on voit apparaître dans, disons, la presse de droite ou dans la presse la moins politisée, une campagne ou des campagnes contre ces gens qui, de plus en plus, malheureusement, vont être considérés et appelés des indésirables. Et de notre côté, ça c'est, disons, l'aspect à la fois flux et presse. Mais de notre côté, le gouvernement français, qui, comme vous le savez, a connu bien des... Les gouvernements français, puisque nous ne sommes plus dans le gouvernement issu du Front populaire, les gouvernements français vont adopter vis-à-vis de ces gens, de ces milliers de personnes, une attitude, elle aussi, beaucoup plus bien distincte de ce qu'elle avait été auparavant. Je veux dire par là qu'à l'accueil tout à fait décent et solidaire que l'on avait vu en 1936 à propos de la bataille d'Irun, va faire place, dans la deuxième moitié de 1937, une attitude beaucoup plus dure et qui, ne vise qu'à une seule chose. Excusez-moi du terme que je vais employer, se débarrasser de ces gens-là. Et donc, dans la deuxième moitié de, disons, l'été et automne 1937, qu'est-ce qu'on voit? Ces gens arrivent dans des conditions de désarroi total, traumatisme de guerre. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas pu, bien entendu, se laver. Ils ont passé des jours sur des bateaux surchargés. Ils arrivent au Verdon ou à Pauillac. Les bateaux sont annoncés, bien entendu, parce que la marine nationale croise partout. Ils arrivent à Pauillac dans la journée. Le soir même, ils sont mis dans des trains pour Bordeaux et ils sont renvoyés en Espagne républicaine, c'est-à-dire à la frontière franco-espagnole de Catalogne. Donc évidemment, l'attitude bordelaise change du tout au tout. Et je dirais que malheureusement, dans une certaine presse qui n'était pas proprement parlée une presse de droite, mais disons de centre-droit ou de centre, on relaie ces informations pour bien montrer au lecteur, que non, ces gens-là, ils viennent, mais ils repartent aussitôt. Et on indique bien qu'ils sont arrivés à telle heure à Pauillac, qu'à telle heure à Trompeloux, qu'à telle heure ils ont pris le train à Pauillac, qu'à telle heure dans la soirée ils sont passés par Bordeaux, et que le lendemain ils étaient rendus en Espagne, donc qu'ils n'étaient pas à la charge de la France. Donc cela veut dire que si effectivement dans les milieux populaires de gauche et syndicalistes de Bordeaux, la solidarité était toujours la même vis-à-vis de l'Espagne, malheureusement, la politique imprimée par le gouvernement français de l'époque n'est plus la même, et c'est une politique qui vise à minorer le poids de ces réfugiés, c'est-à-dire malheureusement à les renvoyer en Espagne républicaine, ce qui explique d'ailleurs qu'on retrouvera au moment de la retirada en Catalogne beaucoup de gens qui viennent d'autres régions espagnoles, et en particulier des gens qui n'avaient pas pu rentrer chez eux, des Espagnols, des Asturiens ou des Cantabres. Alors, la guerre d'Espagne n'est pas qu'une simple guerre civile, c'est aussi une guerre qui s'est internationalisée. Et alors, on découvre dans votre livre que finalement la ville devient, à partir de 1937, un véritable nid d'espions. Voilà. Avec, vous parlez d'une guerre clandestine dans le sud-ouest. Voilà. Alors effectivement, ça c'est une réalité qui est apparue depuis quelques années. À savoir que, étant donné l'importance de la population espagnole stable ou anciennement installée à Bordeaux, et surtout de ces milliers d'émigrés qui sont quand même restés, parce que tous ne sont, mais il est forcé, parce que tous ne sont pas repartis, le pouvoir espagnol nationaliste avait bien conscience que le Sud-Ouest était une région très importante et ultra sensible pour lui. Et comme vous venez de dire, effectivement, dès la fin de l'année 36, c'est-à-dire au début de la guerre, on voit, la police découvre à Bordeaux des officines
des ateliers ou des garages dans lesquels étaient entreposés ou se fabriquait du matériel de guerre. En particulier, on découvre un trafic d'avions qui passait par Sarre. On découvre un ingénieur bordelais qui, dans un de ses garages, fabriquait des fléchettes de bombardement, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a toute une série, disons, de réseaux qui se mettent en place pour aider soit les républicains, soit les nationalistes. Et les choses se compliquent parce que, effectivement, le renseignement espagnol, le renseignement militaire espagnol, qui est de l'autre côté de la frontière, est particulièrement développé, trouve des appuis très nets dans notre sud-ouest auprès de gens qui sont connus pour leurs opinions d'extrême droite, ou disons qui correspondent aux idéologies qui sont dans le camp nationaliste. Et donc on voit effectivement des choses se passer, comme par exemple des attentats visant à détruire un camp d'entraînement des républicains espagnols sur le petit aérodrome de Villeneuve-sur-Lot. Il y a aussi des officines plus ou moins ouvertes, et puis alors il y a des véritables coups de main. Le plus remarquable, entre guillemets, dont on puisse parler à Bordeaux, c'est celui d'un vapeur, d'un pétrolier espagnol qui était au Verdon et qui a été véritablement rapté par un coup de main très bien monté, mais qui, bien entendu, bénéficiait de complicité à bord même du bateau, parce qu'un bateau ne se met pas en marche comme une voiture, il ne suffit pas de tourner la clé. Un autre événement aurait pu être très important, c'était celui du fameux sous-marin qui s'était réfugié à Pauillac, puis à Blaye. En effet, la marine espagnole, la marine républicaine avait 4 sous-marins. Ces 4 sous-marins avaient opté pour le maintien dans la République, dont la marine espagnole n'avait pas de sous-marin. La marine espagnole, nationaliste. Et donc, ils voulaient remettre la main sur les 2 sous-marins qui étaient encore en activité, qui étaient réfugiés, l'un à Brest, l'autre à Bordeaux. Il y a eu, comme pour l'affaire du pétrolier de Bordeaux, un véritable commando qui a essayé de prendre le sous-marin de Brest. Ils n'y ont pas réussi. Ils ont été arrêtés, les hommes du coup de main sont repartis vers l'Espagne et ils ont été arrêtés 2 jours après à un barrage routier qui était sans doute, qui était là pour bien des raisons, qui avait été prévenu, disons, à Belin, comme tout le monde sait, à 40 km de Bordeaux. Et en ce qui concerne le sous-marin de Bordeaux, il n'y a pas eu de coup de main parce qu'il s'est avéré que ce sous-marin avait été bombardé lorsqu'il avait fui les Asturies et donc il était inutilisable. Donc ce sous-marin est resté à Blaye. Et puis il y avait aussi donc des activités des agents espagnols qui passaient la frontière sans aucun problème parce qu'ils jouissaient de complicité en particulier d'une société bien connue d'import-export et de transport transfrontalier, qui existe toujours. Et le chef de ces agents était le commandant, puis colonel, puis général Troncoso, qui a d'ailleurs fini sa vie dans un poste éminent, puisqu'il a fini sa carrière comme président de la Fédération espagnole de football, et qui venait en France, au vu et au su de tout le monde, et qui venait voir ses agents, les organiser. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, il y avait une ambiance véritablement très étonnante de compénétration des services nationalistes dans le sud-ouest, d'autant plus que, et on leur a consacré un certain nombre de pages, il y avait une véritable officine, une sorte d'ambassade, entre guillemets, nationaliste, mais plutôt carliste, en fait, d'obédience carliste, qui se trouvait à Saint-Jean-de-Luz, la fameuse villa Nacho Enea. Bernard Lavallée, je vous remercie. Merci à vous.